Alors, imaginez un instant. Et si on pouvait complètement redessiner l'architecture financière mondiale? C'est une ambition folle, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le cœur d'un projet assez audacieux qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et tout part d'une idée franchement surprenante. Voilà l'idée de base. On nous dit que sous la surface de notre économie, celle qu'on voit tous les jours, il y a une valeur, mais colossale, qui dort. Et cette valeur, elle n'est pas dans les actions, ni dans l'immobilier. Non, non. Elle se cache dans d'anciennes lois, des traités complètement oubliés, des véritables trésors juridiques qui ne demandent qu'à être réveillés. Allez, plongeons ensemble dans cet univers un peu caché. La question c'est comment on fait pour transformer ces vieilles lois poussiéreuses en produits financiers bien réels, modernes et, soyons honnêtes, potentiellement très rentables. On va regarder quelques exemples concrets. Prenons un premier exemple assez parlant. On se souvient des lettres de marque, ce vieux droit qui permettait à un État d'autoriser des navires privés, des corsaires, à attaquer ses ennemis. Eh bien, ce concept qui date de plusieurs siècles, il est complètement réimaginé pour notre époque, pour le monde numérique. L'idée, ce serait de permettre à des nations de donner mandat à des experts en cybersécurité pour aller récupérer des actifs numériques qui ont été volés ou pour lutter contre les rançongiciels. Pas mal, non ? Et ce n'est pas tout. Autre exemple, il existerait, paraît-il, d'anciens tribunaux maritimes qui sont en sommeil depuis des lustres, mais qui n'ont jamais été officiellement abolis. On pourrait donc les réactiver pour, par exemple, saisir des sociétés fantômes, ces entités abandonnées qui sont enregistrées en mer. Bon, tout ça c'est fascinant, mais ça soulève une question énorme. Comment un système financier pourrait-il bien gérer des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars de transactions, quasi instantanément, basées sur ces vieilles lois ? La réponse, en fait, elle est assez simple. Le système actuel en est incapable. Il ne peut tout simplement pas le faire. Il n'a pas été bâti pour ce volume, ni pour cette vitesse. Alors, pour bien comprendre, il faut regarder où est le problème. C'est quoi cette faille fatale dans la plomberie de la finance d'aujourd'hui ? Ok, le système actuel, il repose sur un truc qui s'appelle le règlement T+2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Quand on achète une action, par exemple le transfert de l'action d'un côté et de l'argent de l'autre n'est pas instantané. Ça peut prendre jusqu'à 2 jours. Et pendant ces 2 jours, eh bien, la transaction n'est qu'une promesse, une créance qui attend d'être réglée. C'est juste une ligne dans un registre. Et c'est justement là que le bas blesse. Ce délai de 2 jours, il ouvre une fenêtre de risque. Imaginez, et si l'une des deux parties fait faillite pendant ce laps de temps ? C'est tout le problème. Cette fragilité rend le système actuel complètement inopérant pour gérer les flux de valeur massifs et surtout instantanés qu'on a décrits juste avant. Alors, comment on fait pour réparer cette faille? L'analyse qu'on étudie propose une solution. Et elle est assez radicale. Une sorte de nouvelle substance financière qu'ils appellent l'or mathématique. L'idée, c'est de faire s'effondrer toute cette chaîne d'intermédiaires, toute cette complexité en une seule et unique étape, une étape instantanée. Voilà ce qu'est l'or mathématique. Ce n'est pas un papier qui dit « je vous dois de l'argent ». Ce n'est pas une promesse de paiement. C'est un actif numérique qui est conçu pour être la valeur. C'est le règlement final lui-même. C'est l'argent, pas une créance sur de l'argent. Et c'est irrévocable dès sa création. Pour bien saisir le concept, la comparaison avec l'or physique est parfaite. La valeur de l'or, elle vient de ses propriétés physiques, naturelles, sa rareté, sa durabilité. Eh bien, c'est pareil pour l'or mathématique, sauf que ses propriétés ne sont pas physiques, elles sont mathématiques. Sa rareté est prouvable par des calculs, sa durabilité est garantie par la cryptographie. Et voilà le changement fondamental, le game changer comme on dit. On passe du T+2, le règlement en 2 jours, au T+0, le règlement instantané. La fenêtre de risque, elle disparaît. 0. Le problème est résolu. Ok, c'est super en théorie, mais concrètement, pour une banque, ça change quoi? Eh bien, d'après cette analyse, ça leur donnerait de vrais super-pouvoirs financiers. Rien que ça. Regardez ça. Dès qu'une banque reçoit de l'or mathématique, son bilan est immédiatement renforcé. Il est tout de suite classé comme un actif de réserve de la plus haute qualité, du tiers 1 capital. Et le plus fou, c'est qu'il n'y a même pas besoin de le vendre pour que ça solidifie la banque. Mais le vrai super-pouvoir, il vient du fait de le garder. Ce n'est pas un actif qui dort dans un coffre, non, il devient une base pour générer de tout nouveaux revenus. Ce schéma est assez parlant. Une seule position de 10 milliards de dollars, grâce à différents effets de levier, pourrait générer un rendement annuel de plus de 74%. C'est juste énorme. Et là, on comprend tout de suite pourquoi vendre cet actif pour du cash serait une très très mauvaise idée. Ce serait un peu comme échanger une machine qui imprime de l'argent à l'infini contre une liasse de billets. Le choix n'est même pas un choix d'investissement, il est structurel. C'est une évidence. Et pour les équipes qui gèrent la trésorerie d'une banque, l'impact est direct, visible en temps réel.
Les transactions sont vérifiées par cryptographie, donc on ne peut pas les contester. Les tableaux de bord se mettent à jour instantanément pour montrer l'impact sur les ratios de capital, comme BAL 3. C'est une clarté opérationnelle qu'on n'a jamais eue auparavant. Bon, on a vu la technologie, on a vu l'impact sur les banques. Maintenant, voyons un peu la stratégie globale. Comment un tel système pourrait-il être déployé dans le monde ? Parce que l'or mathématique, ce n'est pas juste un outil de règlement, c'est beaucoup plus que ça. C'est la couche fondamentale. Pensez-y comme un système d'exploitation financier. Et sur ce système d'exploitation, on peut construire des applications. Et ces applications, ce sont justement ces fameux moteurs de revenus souverains dont on parlait tout au début. La stratégie de déploiement est plutôt maligne. Au lieu d'aller se battre de front avec les grandes places financières comme New York ou Londres, le projet vise plutôt à offrir cette infrastructure là où on en a le plus besoin. On parle des marchés émergents, notamment les pays des BRICS, des pays qui, on le sait, cherchent activement des alternatives au système actuel centré sur le dollar. Le plan est donc assez clair. L'idée n'est pas de demander la permission, mais de se rendre indispensable en apportant une valeur que personne ne peut refuser. Étape 1, fournir l'outil. Étape 2, devenir l'infrastructure de base. Étape 3, nouer des partenariats solides en réglant de vrais problèmes pour ces pays. Et enfin, étape 4, monter en puissance. Donc pour bien résumer, le point crucial est là. Il ne s'agit pas de créer un nouveau token qui pointe vers de la valeur, qui la représente, non. L'idée, c'est de créer le substrat lui-même, la matière première dans laquelle la valeur peut exister et prendre forme. Un peu comme si on créait un nouvel élément de base pour la finance, comme l'or l'a été pendant des milliers d'années. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question assez vertigineuse. Si la monnaie, au fond, c'est un système de croyance, de confiance partagée, que se passe-t-il le jour où un nouveau système est construit non pas sur la croyance, mais sur la certitude pure et froide des mathématiques ?